est ravie d'être là. C'est la première fois que je viens à Bougie, donc je découvre une ville merveilleuse. Vous avez de la chance. Je remercie Monsieur le recteur d'être là aussi. Je vous remercie d'être là avec toutes les histoires qu'il y a sur le coronavirus actuellement. Donc, on a tendance à être angoissé, mais je pense que ça vaut le coup d'assister à la thèse d'aujourd'hui. Je suis honorée de présider ce jury de thèse parce que je retrouve déjà des amis de longue date. Moi, je suis le professeur Othmani, chef service médecine interne CHU Mustapha, et je retrouve des amis de longue date, du candidat au directeur de thèse et mes amis, professeur Hadoum et professeur Chemli. Donc, je suis non seulement honorée, et je suis très contente de présider cette thèse. En effet, c'est toujours très agréable et très convivial de retrouver des amis autour d'un jury. Alors, ce jury est composé à ma droite par le professeur Farid Hadoum, chef de service de néphrologie du CHU Mustapha, le professeur Mourad Chemli, chef de service de médecine interne de l'hôpital militaire d'Oran, le professeur Jemila Sehmed, professeur en médecine interne CHU Mustapha d'Alger, le directeur de thèse, je n'ai pas à vous le présenter d'ailleurs normalement, professeur Faisal Wali, qui est donc chef de service médecine interne chez vous, à Béjaïa. Donc, je laisserai tout à l'heure le professeur Wali parler du candidat, mais je peux vous dire dès à présent que je suis nullement étonné qu'il soit en train de soutenir sa thèse. En effet, je confirme, comme a dit un membre du jury, le docteur Waïl est un bourreau du travail, un médecin exemplaire. Je l'ai déjà apprécié en tant que résident, puisqu'il a fait son résidanat chez nous, à Alger. Je ne vais pas monopoliser la parole, on va passer au vif du sujet. Docteur Waïl, dans un premier temps, vous allez présenter l'essentiel de votre travail en 50 minutes, sous forme d'une communication orale. Les membres du jury vont ensuite, à tour de rôle, vous poser quelques questions ou précisions, pas trop, parce qu'il y a eu quand même une présoutenance. Vous prendrez des notes et vous répondrez au fur et à mesure. Votre directeur de thèse pourra intervenir s'il le souhaite pour compléter votre réponse. Je lui donnerai la parole à chaque fois. Par la suite, le jury va se retirer pour délibérer et rédiger le procès verbal de la soutenance, afin de proclamer le résultat final. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole par ordre. La première, ce sera le professeur Jemila Sehmed, suivi du professeur Mourad Chemli, professeur Farid Hadoum. Je me donnerai la parole et enfin, je laisserai votre directeur de thèse parler de vous à la fin, puisque je pense que c'est lui qui vous connaît le plus. Voilà. Je demande à l'Assemblée de s'asseoir et bonne continuation. Merci Madame la Présidente. Chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, bonjour. Permettez-moi de vous présenter le résumé de mon travail de thèse intitulé « Le profil de l'atteinte des organes cibles chez le patient hypertendu asymptomatique dans la wilaya de Béjaïa ». Le plan de ma présentation est le suivant. On va commencer par parler de l'HTA. C'est quoi l'HTA et quelle est sa prévalence? Donc l'HTA est un problème de santé publique et c'est la maladie chronique la plus fréquente dans le monde et on estime le nombre d'hypertendus à 1 milliard de personnes. En Algérie, donc l'HTA elle occupe une place importante et la prévalence est estimée à 24-23% selon les enquêtes Tahina et Stepways. Au sud, la prévalence est plus importante, elle atteint les 44% et ça confirme le gradient nord-sud. Donc la définition de l'HTA connue dernièrement
un changement. Les Nord-Américains donc définissent l'HTA à partir d'un chiffre à 130 mm de mercure de la PAS ou un chiffre à 80 mm de mercure de la pression artérielle diastolique. Les Européens et l'OMS gardent l'ancienne définition qui est 140-90. Ça, c'est on considère l'HTA comme une maladie, comme un chiffre. La meilleure définition, je la trouve comme suit. L'HTA, c'est le niveau de la pression artérielle auquel les avantages d'un traitement l'emportent sur les risques. Ça veut dire, on considère l'HTA comme un risque ou comme un facteur de risque. L'HTA est connu comme un facteur de risque cardiovasculaire majeur. C'est le facteur de risque le plus fréquent et en constante augmentation. L'HTA est caractérisée par son caractère asymptomatique. Elle reste longtemps asymptomatique jusqu'aux complications. Durant cette période, on a un seul paramètre à vérifier, c'est ce qu'on appelle les atteintes infracliniques des organes cibles. Selon le rapport de l'OMS en 2000, donc l'HTA est considérée comme la première cause de mortalité dans le monde. Cette mortalité, ou bien on considère l'HTA comme le responsable de 45% de décès par maladie cardiovasculaire et de 51% de décès par maladie neurovasculaire. L'OMS aussi, en 2013, a classé l'HTA comme un tueur silencieux. Donc, elle annonce que l'HTA est actuellement considéré comme responsable d'une crise de santé publique dans le monde. Tout ça, c'était en 2013. Et en 2016, le rapport aussi donc, mondial a retrouvé que les deux principales causes de mortalité dans le monde sont les cardiopathies ischémiques et les AVC. Donc, on est toujours dans les complications cardiovasculaires et neurovasculaires. Pourquoi l'HTA est mortelle? On doit revenir un peu à la physiopathologie et on considère que l'HTA associe plusieurs phénomènes et le premier phénomène donc, qui se développe et qui s'accélère, c'est bien l'athérosclérose. Il n'y a pas que ça. Donc il y a d'autres phénomènes qui sont associés à cette athérosclérose chez l'hypertendu. On voit l'inflammation, il y a de la dysfonction endothéliale, il y a de la dysrégulation de la balance sodique, il y a le stress oxydatif et le système nerveux sympathique. L'athérosclérose comme un phénomène qui associe plusieurs remaniements de l'intima et de la média. Donc c'est un phénomène évolutif et qui commence à un âge jeune, donc entre 20 et 30 ans. Il commence à augmenter jusqu'aux complications qui peuvent survenir après 10, 15 ou 20 ans avec des facteurs d'accélération comme l'HTA et les autres facteurs de risque cardiovasculaire. À cette athérosclérose, il y a de la dysfonction endothéliale qui est liée à une diminution de l'excrétion de NO, de monoxyde d'azote, et qui est associée aussi à cette inflammation qui est déclenchée par des cytokines pro-inflammatoires sécrétées par les macrophages. Donc enfin, donc la balance, actuellement le sodium est considéré aussi comme un facteur d'atteinte d'organes cibles au niveau rénal, au niveau glomérulaire et au niveau tubulaire. Donc au niveau de vasculaire, donc avec aggravation de la dysfonction endothéliale, au niveau cardiaque, donc il augmente donc l'hypertrophie ventriculaire gauche et même au niveau microcirculatoire vasculaire, neurologique. Donc ça c'est au niveau à l'échelle de la population générale. Mais à l'échelle individuelle, comment peut-on apprécier ou reconnaître le niveau de risque de chaque individu? Plusieurs travaux ont été réalisés et plusieurs scores ont été proposés. Tous ces scores essayent de prendre un aspect ou deux aspects et ils parlent plus de la mortalité. Ça veut dire qu'on n'a pas réellement ciblé le problème de patients hypertendus. Le rationnel de ce dépistage ou de cette considération des atteintes des organes cibles vient des imperfections de ces scores de risque. Donc, plusieurs travaux ont été réalisés et ils ont trouvé que ces scores de risque sont imparfaits. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas en considération beaucoup de paramètres impliqués dans la physiopathologie de la complication de l'HTA. Il y a aussi la durée d'exposition qui n'a jamais été considérée chez le patient et on sait que l'athérosclérose est un phénomène évolutif.
Et enfin, donc, c'est une prédiction du risque sur les 10 ans, alors que la complication, c'est une complication aiguë, et elle est liée à une rupture de la plaque aux complications de la complication. Donc, les atteintes des organes cibles, elles permettent une évaluation directe de la lésion. C'est un marqueur précis, c'est une direction des lésions initiales et précoces, et c'est des mesures non invasives. Elles ont toutes les caractéristiques d'un bon marqueur ou d'un bon élément d'évaluation de risque cardiovasculaire chez le patient. Donc, et dernièrement, donc en 2018, le ASH propose l'évaluation de l'atteinte des organes cibles comme un élément de risque cardiovasculaire. Et le patient qui a une atteinte d'organe cible est classé d'emblée à très haut risque cardiovasculaire. Quelles sont ces atteintes d'organes cibles? Comment ou quand est-ce qu'on considère qu'il y a une atteinte d'organe cible? Tout d'abord, donc, le cœur, il est touché par l'HTA et il y a des phénomènes de remodelage et d'hypertrophie. Donc, cette hypertrophie est recherchée à l'ECG comme un élément simple. Et là, donc, on trouve que dans la littérature, la sensibilité de l'ECG ne dépasse pas les 50%. Donc, on trouve que ce n'est pas le bon élément de dépistage de l'HVJ. Mais la spécificité de l'ECG, elle est aux alentours de 90%, elle est bonne. Et l'échographie cardiaque laisse le gold standard. Et actuellement, donc, on utilise la masse ventriculaire gauche indexée avec des paramètres, donc, ou des seuils pour l'homme et pour la femme. Donc, ces résultats doivent être couplés, les résultats de la masse ventriculaire gauche, à l'épaisseur relative de la paroi pour définir la géométrie finale de ventricule gauche. Et là, donc, on considère qu'il y a une géométrie normale ou le remodelage concentrique, l'hypertrophie excentrique et l'hypertrophie concentrique. Deuxième élément donc, de ce bilan ou de ces atteintes d'organes cibles, c'est bien donc l'épaisseur intima média. L'épaisseur intima média, comme on la voit ici, donc c'est une mesure simple, c'est un paramètre qui est direct, donc et on voit la distance entre l'interface intima, la lumière vasculaire, et l'interface média adventice. Et là, donc, cette mesure donc, est réalisée et selon les études, donc, elle a été considérée comme le meilleur facteur de détection indépendant d'événements cardiovasculaires et sa valeur donc, reste une valeur fortement prédictive. Donc, le troisième donc, élément, c'est la présence de plaques. La plaque carotidienne, donc, elle est là, donc, comme vous la voyez, et elle est définie en fonction de son aspect anatomique, donc en fonction de la paroi et du contenu, et en fonction de son retentissement sur donc, le flux sanguin avec une évaluation de degré de sténose anatomique et hémodynamique. Et à partir de ces trois paramètres, on définit le risque de complication de la plaque carotidienne. Enfin, donc, il y a aussi sur le plan vasculaire un paramètre qui est connu, c'est la rigidité artérielle. On a dit qu'il y a des phénomènes d'hypertrophie et de rigidité. La rigidité artérielle, donc, c'est la capacité des gros troncs artériels d'amortir la pulsatilité de l'éjection ventriculaire. Le diagnostic, il se fait par trois paramètres pour le moment. Donc, et le paramètre le plus simple, c'est ce qu'on appelle la pression pulsée, qui est la différence entre la PAS et la PAD. L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs est aussi un bon marqueur donc, de risque cardiovasculaire et elle est diagnostiquée par un outil simple qui est l'IPS, l'indice de la pression systolique. Et cet donc, indice elle a été longtemps évalué avec plusieurs études et on a principalement deux méthodes. L'IPS qui prend en considération la pression la plus basse, l'HV, ou bien donc, la pression la plus haute. Et donc l'étude comparative de ces deux méthodes par rapport au gold standard qui est l'écho-doppler artériel des membres inférieurs, a retrouvé que l'IPS là est plus sensible, il est le plus utilisé ou le mieux utilisé pour le dépistage, mais l'IPS high reste plus spécifique donc pour le diagnostic. L'IPS est le pronostic, donc un patient claudiquant qui présente un IPS inférieur à 0,9, il est donc à risque d'événements mortels à 50 dans 30% des cas, et il y a une diminution de l'espérance de vie à 50% à 10 ans. Et il présente en association avec cette atteinte artérielle de membre inférieur un risque relatif de coronaropathie qui est multiplié par 4 et d'AVC qui est multiplié par 3.
Donc le côté rénal est aussi impliqué ou touché par ces atteintes d'organes cibles et on voit que l'excrétion urinaire d'albumine est un bon aussi marqueur de risque cardiovasculaire et il multiplie le risque d'autres facteurs de risque cardiovasculaire par 2. Donc, et c'est donc le diagnostic qui se fait actuellement sur le spot urinaire et on considère que la prévalence elle est variable et l'hypertendu est là une prévalence multipliée par 2 d'anomalie de l'excrétion urinaire d'albumine. Et cette excrétion urinaire d'albumine elle témoigne d'une élévation soutenue de la pression artérielle comme l'HBG. Et c'est donc le pronostic cardiovasculaire il commence à 15 mg par jour d'excrétion urinaire d'albumine et elle est associée à la coronaropathie, aux accidents cérébrovasculaires et à la mortalité globale. Le chiffre, donc la valeur de l'albuminurie, elle est corrélée à la valeur de la masse ventriculaire gauche et à la valeur de l'épaisseur intima média. La baisse de débit de filtration glomérulaire est liée principalement au phénomène de la néphroangiosclérose et elle est recherchée par la cléarance de la créatinine selon MDRD. C'est une complication tardive de l'HTA et le risque de l'atteinte rénale augmente à partir de 120 mm de mercure. Enfin, la rétinopathie hypertensive est un élément de l'atteinte d'organes cibles. Donc, on a principalement 3 types d'atteintes ophtalmologiques, la choroïdopathie, la rétinopathie qui est la plus fréquente, et la neuropathie optique qui est une complication aiguë. La rétinopathie hypertensive est classée selon cette classification en 4 stades, et le stade 3 est le stade qui est associé à un risque augmenté d'événements cérébrovasculaires, en particulier l'hémorragie cérébrale, l'ischémie cérébrale, lacunes cérébraux et les lacunes cérébrales et les maladies de petits vaisseaux cérébraux. Enfin, donc, à travers cette théorie, donc, on a essayé de résumer l'impact ou l'intérêt de l'atteinte des organes cibles et notre thèse donc s'est inscrite parce que donc on pense que la maladie l'HTA donc doit être vue autrement. C'est une maladie certes fréquente, elle est silencieuse, donc on doit aller la rechercher. Elle est mortelle par des complications vasculaires qui sont silencieuses, donc on doit aller chercher aussi la complication. On a considéré que les scores actuellement proposés sont imparfaits et l'atteinte des organes cibles, c'est un phénomène global et qui peut être considéré comme et qui répond à toutes les exigences des tests de dépistage. On n'a pas trouvé dans la littérature actuelle un travail qui prend en considération toutes les atteintes des organes cibles à la fois et qui essaye de voir le profil. La question de notre recherche, c'était quel est le profil de l'atteinte infarctinique chez l'hypertendu asymptomatique. Et pour répondre à cette question, on a fixé un objectif principal qui est la description de l'atteinte infarctinique des organes cibles chez l'hypertendu à partir de 35 ans. L'hypertendu est asymptomatique, ça veut dire qu'il ne présente aucun signe d'atteinte d'organes cibles. Donc, les objectifs secondaires sont nombreux et principalement, donc, on a vérifié le risque cardiovasculaire global chez la population. On a vérifié les facteurs prédictifs de l'atteinte des organes cibles. On a vérifié l'apport de l'ECG dans le dépistage et l'apport de l'indice de pression systolique dans le dépistage de l'OAMI. Et enfin, l'apport de la mesure de l'épaisseur intima média dans le dépistage des autres atteintes infracliniques. Le protocole, donc on a on a choisi une étude descriptive transversale de type prospectif. Donc on a inclus dans notre série 300 patients âgés de plus de 35 ans. Donc les critères d'inclusion, si l'âge supérieur à 35 ans, c'est une hypertension non compliquée et confirmée. Les critères de non-inclusion, c'est les patients qui présentent une complication cardiovasculaire avérée, soit l'examen clinique, soit l'antécédent. L'HTA gravidique et les HTA secondaires comme forme particulière. Notre méthode, donc après un interrogatoire complet et minutieux, qui s'intéresse beaucoup plus ou bien qui prend en considération donc surtout les facteurs de risque cardiovasculaire et l'HTA, surtout c'est par rapport à le début, le diagnostic de début, l'évolution de l'HTA et le traitement, et les antécédents cardiovasculaires personnels et familiaux. Par la suite, donc, on passe à notre examen clinique. On prend les données anthropométriques et la prise de la tension artérielle et on complète par la recherche des signes d'atteinte d'organes cibles. Le patient qui présente un signe d'atteinte d'organes cibles est d'emblée exclu de l'étude, donc il n'est pas inclus. Et par la suite, donc, neurovasculaire cardiovasculaire, on fait notre bilan d'atteinte infraclinique des organes cibles.
C'est quoi ce bilan d'atteinte infraclinique des organes cibles? Tous les patients avaient bénéficié d'un bilan donc exhaustif d'atteinte d'organes cibles. Donc on a recherché l'HVG électrique à l'ECG, donc avec mesure ou calcul des indices de l'HVG, on a associé 4 indices, donc l'indice de Sokolov, R en AVL, Cornell et produit Cornell. L'échographie cardiaque a été réalisée. Et là, donc, on a pris en considération les valeurs de la masse ventriculaire gauche supérieure à 115 chez l'homme et supérieure à 95 chez la femme. On a réalisé l'échographie Doppler carotidien pour calculer, avec calcul de l'épaisseur intima média et analyse échographique de la plaque avec évaluation de la sténose. On a réalisé aussi l'indice de la pression systolique à la cheville et on a fait une mesure en fonction de l'IPS bas et l'IPS haut, ou IPS low et high. Et on a considéré l'AOME si l'IPS est inférieur à 0,9, quelle que soit la méthode, et on a considéré l'athérosclérose si l'IPS est supérieur à 1,3. L'excision urinaire a été demandée, donc sur spot urinaire, donc avec calcul indexé donc à la valeur de la créatinine urinaire. Et la cléance de la créatinine aussi, donc elle a été demandée avec, on a vérifié donc la cléance, si elle est inférieure à 60, on considère le patient en situation de baisse de déficit de filtration globulaire. La pression pulsée donc a été aussi calculée chez tous les patients et on considère qu'il y a une rigidité artérielle si la pression pulsée est supérieure à 60 et enfin donc le fond T a été demandé et on a stadifié donc la tinopathie hypertensive. Donc, à partir du moment où on a une atteinte d'organes cibles, on a vérifié le nombre d'anomalies par patient, et là, donc, le nombre de tests positifs. On a vérifié le nombre d'organes touchés en fonction donc, des tests de dépistage. C'est le cœur, donc, il est touché soit à l'ECG ou à l'échocardio, ainsi de suite. Et enfin, donc, on a vérifié le risque cardiovasculaire et on a vérifié la relation ou la corrélation entre le risque cardiométabolique et les atteintes d'organes cibles. Donc, on a rapporté tout ce qu'on avait comme données sur ce questionnaire, ce n'est pas très clair, et on a utilisé des méthodes statistiques adaptées. Nos résultats sont les suivants. On a réalisé dans un premier temps une étude descriptive. Donc, la population, c'est une population d'hypertendus supérieure à 35 ans. On a le N est à 300, donc on a 300 patients. La prévalence, elle est féminine, donc à 60 avec un sexe ratio à 0,67. Donc, l'âge moyen de la population est aux alentours de 60 ans et les paramètres anthropométriques donc, sont en faveur d'une obésité dans notre population avec un indice donc, de la masse corporelle qui dépasse les 25 kg par mètre carré chez plus de 80% et un tour de taille pathologique supérieur donc, au norme chez plus de 85% des patients. Donc, les régions de la ville, de la wilaya de Béjaïa ont été pratiquement toutes concernées, certainement avec prédominance de la région de Béjaïa. Par rapport à l'hypertension de notre population, l'ancienneté donc de moyenne de l'hypertension, de l'évolution de l'hypertension dans notre population est à 6 années, donc plus ou moins 6. Et le groupe d'ancienneté, donc on a les groupes donc de moins de 5 ans d'ancienneté sont représentés, donc sont les plus représentés avec 50%, plus de 50% des cas. Donc la moyenne intentionnelle est élevée à 142 et la Shtia Garat 1 donc est retrouvée chez plus de 30% des patients. On a trouvé dans notre série qu'il y a 84% des patients traités et parmi ces patients, donc on a 45% des patients équilibrés. Concernant les facteurs de risque cardiovasculaire de notre série, donc on a retrouvé le diabète chez 57% des cas, la dyslipidémie chez 29% des patients, le tabagisme, donc les fumeurs actuels, on a 6%, et le tabac a été sévéré chez 14% des patients. Dans notre série, on a 53% de patients sédentaires. On a évalué le risque cardiovasculaire et on a trouvé que notre population, donc, elle a un risque cardiovasculaire inférieur à 5% selon le score. C'est un risque cardiovasculaire faible à intermédiaire dans 65% des cas. Le syndrome métabolique est retrouvé chez 70% des patients et le syndrome d'apnée de sommeil, la notion de syndrome d'apnée de sommeil est retrouvée chez 3% des patients. Enfin, donc, la prévalence des atteintes aux organes cibles. Donc, l'HVG a été recherché selon les deux méthodes, à l'ECG et à l'échocardio. À l'ECG, on a 20% de patients atteints d'HVG électrique et à l'échocardio, on a 30%.
L'épaisseur intima média supérieure à 0,9 chez 35% des patients. Les plaques carotidiennes, donc on a trouvé chez 40% des patients des plaques, et ces plaques sont sténosantes chez 9% des cas. La HT artérielle est trouvée chez 34% des patients. L'AOAME, donc selon l'EPS high, est retrouvée chez 4%. Selon l'EPS low, est retrouvée chez 9% des patients. La médiacalcose est retrouvée chez 10% par rapport à l'EPS high et 1% par rapport à l'EPS low. Donc l'albuminurie, donc A2, est retrouvée chez 23% des cas. Et le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 60 millilitres par minute, donc il est retrouvé chez 11% de notre population. Donc la maladie rénale, selon la classification KDIGO, est retrouvée chez 34% des cas. La rétinopathie hypertensive aussi est retrouvée chez 28% des patients. Enfin, donc ce tableau, donc, ou ce graphe, donc, résume toutes les atteintes et comme on voit, donc on est à 70% des patients atteints d'au moins un organe, donc d'au moins d'une atteinte d'organe cible. L'atteinte la plus fréquente, c'est la plaque carotidienne et la rigidité artérielle, ainsi que la maladie rénale chronique. Donc, l'association des atteintes d'organes cibles, donc on a plus de 50% des patients associés au moins 2 atteintes d'organes cibles. L'étude analytique, donc on a vérifié les facteurs de risque des atteintes d'organes cibles. On a commencé par l'atteinte globale des organes cibles et on a trouvé, en étudiant donc chaque facteur à part, qu'il y a l'âge qui est associé aux atteintes des organes cibles. Il y a aussi l'ancienneté de l'HTA, surtout quand elle est supérieure à 15 ans. Il y a le niveau de la pression artérielle systolique à partir de 130 mm de mercure et on a le grade de la tension artérielle à partir du grade 1 de la tension artérielle. Et on a certains traitements qui sont associés à une augmentation de l'atteinte d'organes cibles, en particulier si les ARA2 associés aux diurétiques. Donc, les facteurs de risque cardiovasculaire, donc on a trouvé uniquement l'accidentalité qui est associée aux atteintes globales des organes cibles. Et quand on a réalisé l'analyse multivariée, donc les deux facteurs de risque majeurs associés aux atteintes des organes cibles sont l'âge et la pression artérielle systolique, ou bien si on prend en considération les catégories de l'HTA. Donc, c'est ça ce qui a été retrouvé dans notre série. L'âge supérieur à 45 ans. Donc, concernant l'HVG électrique, on a réalisé d'emblée, donc pour gagner un peu de temps, directement donc l'analyse multivariée, et on a trouvé que les 2 facteurs associés à l'HVG électrique sont la PAS supérieure à 140 et le cholestérol supérieur à 2. Concernant l'épaisseur intima média, les 2 facteurs de risque associés à une augmentation de l'épaisseur intima média sont l'âge supérieur à 55 ans et le tabagisme, quel que soit actuel ou ancien. Les plaques carotidiennes donc, sont liées à l'âge et elles sont retrouvées quand l'âge est supérieur à 55 ans. Mais quand elles sont sténosantes, donc les 2 facteurs de risque sont l'âge et le taux de LDL cholestérol supérieur à 0,7. L'albuminurie aussi est liée au diabète sucré, elle est liée à la pression artérielle systolique supérieure à 120 et elle est liée à un taux de cholestérol inférieur à 1 g, donc qui doit être expliqué. Enfin, donc le débit de filtration glomérulaire est lié seulement à l'âge et l'artériopathie de membre inférieur donc, sont associées à l'âge et le diabète sucré. La rétinopathie hypertensive donc, est liée directement au niveau de la PAS. L'agilité artérielle, donc on a 2 facteurs, c'est l'âge et le niveau de la PAS. Et en fonction de, quand on a pris le score et on a essayé de regarder ou bien de vérifier la corrélation entre le score et les atteintes des organes cibles, on a trouvé qu'il est uniquement prédictif, donc le score, il est prédictif de l'atteinte carotidienne et de la rigidité artérielle. Il est peu prédictif par rapport à l'atteinte rénale et l'AOAME, et il n'est pas du tout prédictif par rapport à l'HVG, l'excision urinaire d'albumine et la rétinopathie hypertensive. Les atteintes multiples d'organes cibles sont associées à plusieurs facteurs de risque. On a donc ces 5 facteurs, il y a l'âge, l'ancienneté de l'HTA, ou bien les catégories de l'HTA et la PAS, la dyslipidémie, le cholestérol total supérieur à 2 g et le diabète.
Enfin, on a vérifié aussi l'âge d'apparition des atteintes des organes cibles. On a trouvé que l'âge d'apparition donc est associé surtout à l'atteinte carotidienne et à l'albuminurie. Et l'atteinte carotidienne donc survient principalement à partir de 55 ans chez l'homme et à partir de 65 ans chez la femme. Les plaques carotidiennes, c'est la même chose, donc il y a un retard, si on peut dire, ou bien un début précoce chez les hommes de plus de 10 ans par rapport aux femmes. Donc, le niveau tensionnel, il est associé aussi aux atteintes des organes cibles. Donc, quand on a pris l'HVG, on a trouvé que l'association est linéaire. Donc, la pression artérielle augmente, l'HVG augmente. L'épaisseur intima média, donc par contre, il y a une prévalence plus faible quand on est à l'intervalle 120-129 de mm3 par rapport à moins de 120, le P n'est pas significatif. La plaque sténosante aussi, c'est la courbe en G avec une baisse donc, de la prévalence quand on est aux alentours de 120-129. Les autres atteintes d'organes cibles, donc la maladie rénale chronique aussi, donc il y a une petite baisse de la prévalence entre 120 et 129, puis une augmentation jusqu'à 180 où on a une augmentation pratiquement exponentielle. L'artériopathie oblitérante du membre inférieur n'est pas réellement donc associée à la pression artérielle. Et là, donc, la rétinopathie, donc, on voit qu'il y a une augmentation linéaire entre 120 et 140, puis donc légère diminution et une augmentation, donc elle est reliée directement à la PAS. Par rapport à l'atteinte d'organes cibles et l'ancien type de l'HTA, donc on a trouvé que l'atteinte cardiaque survient durant les 5 premières années de l'exposition à la pression artérielle élevée, ainsi que la rétinopathie hypertensive. Les plaques carotidiennes donc, ont une évolution progressive et, si on peut dire, continue durant l'exposition à l'HTA, ainsi que les plaques sténosante. Par contre, l'albuminurie, elle survient à partir de 10-15 ans d'évolution de l'HTA et elles sont donc pratiquement donc, associées à la maladie rénale chronique. L'association entre les atteintes des organes cibles a été aussi analysée et on a trouvé que l'HVG échographique donc, est associé et corrélé d'une manière parfaite à l'épaisseur intima média, à la rigidité artérielle, aux plaques carotidiennes et à la limite de la significativité par rapport aux plaques sténosantes. La rigidité artérielle, comme vous voyez, elle est associée à toutes les atteintes des organes cibles, du moment où le phénomène, c'est un phénomène de remodelage et un phénomène d'hypertrophie, de rigidité. Enfin, donc l'épaisseur intima média pathologique est associée à l'HVG, est associée à la rigidité, aux plaques carotidiennes sténosantes, non sténosantes, à l'IPS high pathologique, à l'albuminurie et à la pathologie rénale chronique. Par rapport aux valeurs, à l'examen de dépistage, donc on a trouvé que la valeur de la masse ventriculaire gauche indexée donc, est corrélée de manière parfaite à la valeur de l'épaisseur intima média. Elle est corrélée à tous les paramètres de l'HVG électrique et elle est corrélée aussi à la pression pulsée chez le patient. Donc on a vérifié rapidement la sensibilité et la spécificité des critères ECG. Donc comme vous voyez ici, la sensibilité de notre série elle est à 46%, la spécificité elle est à 91% en utilisant les 4 paramètres associés. Donc, la valeur de l'épaisseur intima média et les autres examens, donc la valeur, elle est associée à la valeur de la masse ventriculaire gauche, elle est associée à la valeur de la pression pulsée, à la valeur de l'albuminurie et à la valeur aussi de la clairance MDRT. Donc, réellement, l'épaisseur intima média est associée à toutes les atteintes d'organes. Enfin, la pression pulsée, comme un marqueur de la rigidité artérielle. Donc la valeur est associée à tous les paramètres de l'ECG, de l'HVG à l'ECG, à la masse ventriculaire gauche à l'échographie, à l'IPS LAO et à l'épaisseur intima média. Donc notre discussion des résultats. Donc on a commencé par comparer notre population à la population générale et on a choisi pour la comparaison 2 enquêtes, Tahina en 2005
et Stepways en 2016. On a trouvé que l'effectif, certainement, donc, il y a 300 patients dans notre série, 4800 et quelques personnes donc, dans la série ou l'enquête de Tahina avec 1200 hypertendus et 6900 patients ou personnes donc, dans l'étude Stepways avec 1600 hypertendus. Le poids moyen donc, est plus élevé dans notre série. Donc, comme vous le voyez, il est 80 contre 69 dans l'étude Tahina. La taille moyenne est pratiquement la même, 163,46, 163,45, ça veut dire que c'est pratiquement la même population. Le taux de taille moyen, donc on a une prévalence d'obésité abdominale estimée à 85%, elle est plus élevée ou nettement plus élevée que la population Tahina. Là aussi, donc la surcharge et l'obésité sont plus fréquentes dans notre série par rapport à la série de Tahina et par rapport à la série de Stepways. Les diabétiques sont plus fréquents, on est à 57% contre 12% et 14%. La dyslipidémie, elle est plus fréquente par rapport à la population de Tahina, mais elle se rapproche de la population de Stepways. Et le tabagisme, donc on a moins de tabagiques par rapport à la population générale. L'alcoolisme, donc il y a plus d'alcooliques. Donc, on considère que la prévalence des facteurs de risque dans notre série est plus fréquente ou plus élevée par rapport à la population générale. Et ce constat donc, a été retrouvé. Le patient hypertendu associe plusieurs facteurs de risque et ce résultat a été retrouvé dans l'étude nationale de la SAHA 1. Le risque cardiovasculaire de notre population d'hypertendus, donc on a comparé ce qu'on a trouvé, donc le risque selon SCORE et le risque selon Stepways qui ont utilisé l'association de plus de 3 facteurs de risque cardiovasculaire. On n'a pas trouvé de différence significative entre nos hypertendus par rapport au risque cardiovasculaire à la population générale de Stepways. Donc concernant l'hypertension artérielle, donc on a toujours comparé notre série à la population donc, de Tahina et de Stepways. On a trouvé que la prévalence elle est féminine avec sexation à 0,67. C'est la même prévalence qui a été retrouvée dans Stepways à 57 et à 43 sans différence significative. Donc il y a l'âge moyen, donc qui n'a pas été étudié dans les deux études, mais quand on prend la répartition selon l'âge, on voit que la répartition selon l'âge qui a été étudiée dans l'étude Tahina, donc on a pratiquement la même répartition par rapport concernant l'âge, par rapport à l'autre étude. Et comme vous voyez ici, 10% à 35-45, 12% à 35-45 Tahina, 25% contre 28%, 33 contre 35 et 24 versus 24. Ça veut dire donc on est pratiquement donc, dans la même population et on confirme que notre étude a la force par rapport donc, à la représentativité de la population et notre population elle ressemble à la population générale algérienne. Le profil tensionnel de notre série, donc on a plus de 45% équilibré contre 11% dans l'enquête Stepways. Cette différence peut être donc liée au nombre de cas non traités dans Stepways et parce qu'il y avait beaucoup de recrutement de nouveaux cas d'hypertendus diagnostiqués dans l'enquête. La prévalence des atteintes des organes cibles, donc on a trouvé donc, une seule étude qui a essayé d'analyser 2 atteintes d'organes cibles, mais les 2 atteintes sont vasculaires, des gros vaisseaux. Donc il y a l'étude de Soya en 2017 à Abidjan, qui avait trouvé plus de 80% d'atteintes d'organes cibles associées dans la population des hypertendus, et ils ont travaillé sur 203 hypertendus. Nous, on a travaillé sur 300 et on a trouvé 72%, et on a essayé de travailler sur toutes les atteintes. L'étude, elle est comparable parce qu'on est à 55 ans d'âge moyen et à un sexe ratio qui est le même. Ça veut dire donc on peut se comparer. Deuxième, donc la prévalence de l'HVG. Donc ici, quand on prend l'HVG, comme vous voyez, l'HVG électrique, on est à 19% en utilisant 4 paramètres. Plusieurs études ont travaillé sur l'HVG électrique et ont vérifié la prévalence. L'étude de Salle en 2010 avait utilisé le produit Cornell, le Cornell et le Sokolov, et ils ont trouvé donc 20, 25 à 21% de la prévalence. C'est pratiquement la même prévalence qu'on a trouvée à notre niveau
Donc, ça reste comparable en fonction du nombre. Les autres études, comme vous voyez ici, donc il y a 26, 32, 70 et 61 cas. Donc, on n'a pas pu comparer directement nos résultats à ces études. Concernant l'HVG échographique, comme vous voyez ici, la prévalence dans notre population, elle est à 29%. Elle est nettement plus faible que la population de l'Atrache, à 48% à Alger, et la population de Taleb, donc à 60%. Mais elle se rapproche un petit peu de la population de Salako. Dans ce cas-là, donc, dans toutes ces séries, il y a moins d'effectifs pour pouvoir comparer. La prévalence des plaques carotidiennes, on a trouvé une prévalence à 40% des plaques carotidiennes, et cette prévalence a été retrouvée dans la population générale à Taïwan, donc avec 36,9%. La prévalence de l'AOAME, donc ici, donc on a utilisé les deux méthodes, LAO et HAI. Dans la méthode donc EPS LAO, on avait 9% des patients. Notre étude donc a retrouvé plus d'AOAME donc par rapport à l'étude de Belhassan, qui a pris les patients à risque non élevé. Mais on se rapproche un peu de l'étude de Kessal en 2012, qui avait pris aussi la population générale et qui avait trouvé 13% en utilisant la même méthode. Donc, on considère que la prévalence de l'AOAME dans notre série, comme on a dit, donc, et la prévalence se rapproche surtout de l'étude de Kessal et l'étude de Farkas, donc en Hongrie, à 14%. La baisse de la filtration glomérulaire est retrouvée chez 11%, elle se rapproche, ou elle est pratiquement, donc elle concorde parfaitement avec l'étude américaine durant les 8 ans sur la population générale, avec l'étude en Norvège donc sur la population générale, avec l'étude taïwanaise donc aussi sur la population générale. Par contre, donc, si on prend la population spécifique des hypertendus, on a principalement deux études, et à l'étude américaine donc il avait trouvé 27% chez les hypertendus, et l'étude de Jenani Heddoum, donc en 2019, qui avait trouvé 40%. Donc, on a dit que de moment donc on a plus de prévalence de débit de filtration, de baisse de débit de filtration glomérulaire chez la population de sud et du sud-est, on suggère qu'il y a probablement un gradient nord-sud, donc de l'atteinte rénale chez l'hypertendu. La prévalence de la rétinopathie hypertensive, donc, elle est moins fréquente que l'étude qui a été réalisée en 2005 à Burkina Faso, et ici, donc, ça peut être donc lié à la population de l'étude qui est population subsaharienne à Burkina Faso. La conclusion, donc, on dit que notre travail est le premier de genre. Il montre clairement que l'atteinte infraclinique des organes cibles en prenant tous les organes est fréquente. On a trouvé que le facteur de risque majeur de l'atteinte infraclinique des organes cibles et qui est indépendant des autres facteurs, mais qui est quand même modifiable, c'est le niveau de la pression artérielle systolique. On considère que le tabagisme est associé principalement à l'atteinte carotidienne. Le diabète, il est impliqué dans les atteintes rénales artérielles des membres inférieurs, et la dyslipidémie est associée aux atteintes cardiaques, les plaques carotidiennes et la médiacalcose. On a trouvé que les atteintes cardiaques, vasculaires et ophtalmiques sont précoces. Elles surviennent durant les 5 premières années. Par contre, les atteintes rénales sont tardives. Elles surviennent après 10 ans d'évolution et elles sont représentées principalement par l'albuminurie. Dans notre série, le débit de filtration glomérulaire est resté longtemps conservé. Les atteintes des organes cibles sont parfaitement corrélées entre elles. Ça veut dire que c'est le même phénomène qui touche à des degrés différents plusieurs organes. Donc, c'est une expression variable d'un même phénomène pathologique ou pathogénique associant le remodelage et la rigidité artérielle. Le niveau de la pression artérielle qui est associé à un faible risque d'atteinte d'organes cibles, c'est entre 120 et 129. Quelles sont nos perspectives? Donc, on considère que la thématique de l'atteinte infraclinique des organes cibles suscite beaucoup d'attention et de réflexion dans la recherche, dans la recherche, et ce domaine mérite d'être poursuivi sur une plus grande échelle de la population générale algérienne. On doit inclure obligatoirement la recherche préclinique parce que ce phénomène il associe plusieurs donc, implications, si on peut dire, ou bien ce phénomène, donc, il associe des atteintes biochimiques et moléculaires, et cette recherche fondamentale va nous aider à mieux éclairer les complications liées à l'HTA.
La recommandation à nos confrères, c'est que le dépistage de l'HTA doit être réalisé à chaque consultation chez les patients de plus de 35 ans. On doit respecter les recommandations concernant la prise de la tension artérielle et utiliser le tensiomètre électronique validé. La recommandation, la deuxième, c'est qu'on doit réaliser, on ne peut pas se contenter de chiffres, on doit vérifier obligatoirement l'atteinte des organes cibles. Et là, on doit demander obligatoirement au moment de diagnostic de l'HTA un bilan exhaustif d'atteinte d'organes cibles. Le bilan de l'atteinte des organes cibles est comme vous le voyez, donc il y a la pression pulsée qui est simple, l'IPS avec comme modèle, c'est l'IPS Low, qu'on considère qu'il est le plus associé, et à la lumière aussi de ce qu'on a comme littérature. Le CG, on doit associer plusieurs paramètres de l'HVG pour conclure l'HVG électrique. Demander l'albuminurie sur spot urinaire. Systématiquement, donc, la cléarance de la créatinine doit être demandée, l'échographie carotidienne et le fond de riz. La recommandation 3, c'est l'échographie cardiaque. L'échographie cardiaque est fortement recommandée du moment où la sensibilité est faible, en particulier chez 3 types de personnes. Chez les patients de moins de 5 ans d'évolution de l'HTA, chez les patients mal contrôlés de grade 1 ou 2, et en cas de CG normal. La 4e recommandation, c'est qu'on doit classer en fonction des résultats de bilan d'atteinte d'organes cibles 3 catégories de patients. Un patient sans atteinte d'organes cibles, avec atteinte intermédiaire des organes cibles, avec atteinte avancée des organes cibles. Et on identifie, donc ces 3 classes comme suit. Donc, absence d'atteinte d'organes cibles, c'est le vert. Donc, il n'a pas de risque à court et moyen terme. L'atteinte intermédiaire des organes cibles, elle associe l'IMT supérieur à 0,9, l'excision d'albumine A2 et la rétinopathie stade 1 et 2. Les atteintes avancées d'organes cibles sont les plaques carotidiennes sténosantes, l'HVG électrique, la baisse de débit de filtration glomérulaire et la rétinopathie stade 3. La cible thérapeutique, ce qu'on a donc trouvé comme cible ou bien comme tension artérielle ou pression artérielle, associée au moindre risque d'atteinte d'organes cibles, c'est 120-129. Et on a proposé même de changer un petit peu donc, la classification de l'HTA en prenant la PAS et la pression pulsée du moment où la pression artérielle diastolique n'est pas associée réellement aux atteintes d'organes cibles. Enfin, donc, on propose un algorithme professionnel. Donc, du moment où on a dépisté l'HTA à partir de 35 ans, on doit obligatoirement associer à ces valeurs, à ces chiffres, un dépistage d'atteinte d'organes cibles, comme on l'avait recommandé. Première situation, il n'y a pas d'atteinte d'organes cibles. Dans ce cas-là, on fait un bilan de surveillance ou bien un bilan d'atteinte d'organes cibles dans les 3 ans. Deuxième, donc, il y a une atteinte intermédiaire d'organes cibles, donc soit ce qu'on avait dit. Dans ce cas-là, on vérifie les facteurs d'aggravation. Quels sont ces facteurs d'aggravation? Donc, ce qu'on avait trouvé, ce qu'on a voulu proposer comme score, donc c'est la pression artérielle, c'est le diabète, le tabagisme, le cholestérol, qui sont principalement les facteurs de risque cardiovasculaire. Si on n'a pas de facteur d'aggravation, dans ce cas-là, on considère donc qu'il n'y a rien, donc, et le patient bascule vers le côté, donc vers le bilan dans 3 ans. Mais quand on a une atteinte ou bien un facteur d'aggravation des atteintes d'organes cibles, dans ce cas-là, on fait un bilan annuel. La 3e situation, c'est que le patient présente une atteinte avancée d'organes cibles. Dans ce cas-là, on doit traiter l'atteinte d'organes cibles et on doit vérifier l'évolution chaque année pour mieux prédire le risque cardiovasculaire. Merci pour votre attention. Merci.